Jean d'ici, Jean d'ailleurs, bienvenue au tarot créatif. Et donc, deuxième épisode des résumés de l'apéro tarot. La dernière fois, nous avons vu la honte. Et aujourd'hui, la déception, pourquoi faire? Alors en fait, ça découle, hein, ça a découlé puisque on avait vu l'idée que pour franchir le portail de la honte, hein, que ce soit la honte de l'un ou de l'autre, hein, il fallait quelque part négliger sa honte. Il fallait la négliger pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, pas d'espoir quelque part, c'est ça. Pas d'espoir, donc pas de déception. C'est le sujet de départ d'aujourd'hui. Est-ce que ce serait que l'espoir mène à la déception? Donc c'est pour ça que je vous ai mis la carte de Maison Dieu pour commencer. Dans cette idée d'un effondrement, donc justement un effondrement dans lequel il n'y a pas cette idée-là de contrôle, et il n'y a pas non plus, je pense, de déception ici, puisque c'est beaucoup plus grand que ça. Donc ça nous amène à une idée plus autour de être dévasté plus que déçu. Et la différence entre les deux serait le niveau d'implication. C'est-à-dire que quand on est déçu, c'est un petit peu ce côté, on est spectateur, quoi. Spectateur de ce qui se passe. Et se dire, oh, je suis un peu déçu, voilà, je m'attendais à mieux, ou cette personne m'a un peu déçu, etc. Alors que quand on est dévasté, là c'est pas pareil. Là on sent quand même qu'il y a eu on s'est impliqué, quoi. On s'est impliqué dans l'histoire, et vraiment là ça s'est complètement écroulé. Et alors on va peut-être pouvoir repartir de là pour construire quelque chose. Sinon, avec la déception, on peut continuer en touriste. On peut continuer en touriste pendant un bon moment, comme ça, en spectateur, on se balade, un peu juste en donnant son avis critique sur ce qui se passe. Je suis déçu. Alors que, par exemple, avec la carte qui est pour moi en dessous, hein, dans la structure comme moi je l'organise, il y a la ligne horizontale, mais il y a la ligne verticale aussi. Par exemple, dans la ligne verticale de Maison Dieu, on a donc Maison Dieu tout en haut. Ensuite, on a le pendu. En dessous, on a l'amoureux. Et en dessous, on a la papesse. Donc, sous le pendu, sous le Maison Dieu, on a le pendu. Voilà. Et qui, justement, lui, on voit bien qu'il n'agit pas en spectateur. Hein. On sent que là, il s'est impliqué, hein, il s'est pendu lui-même dans cette posture. Et c'est pas du tourisme là, hein. C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'il peut lui arriver des bricoles s'il reste longtemps comme ça. Hein. Mais ça lui permet quand même de s'impliquer, d'agir ou de stopper en fait. Ça me fait beaucoup penser au personnage du Hikikomori. Enfin, qui n'est pas un personnage en fait, hein, qui est tout simplement une réalité, hein, pour certaines personnes. Le hikikomori qui est apparu pendant la crise au Japon, et ce sont ces jeunes qui étaient donc lancés dans les grandes études universitaires, etc. Et puis tout à coup, avec la crise, le potentiel au niveau de la profession ou de ce qu'ils visaient s'écroule. Et ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Et il y a quelque chose qui est au-delà de leur propre volonté, c'est-à-dire c'est pas réfléchi, voilà, c'est pas réfléchi. C'est comme là, on voit bien qu'il s'est mis comme ça et sa tête, elle est en bas, ça va pas être mental, hein, ça va être quelque chose de ressenti. Et c'est ce qui se passe là dans le cas du Hikikomori. Il est vraiment, il va aller à l'université, puis tout à coup, un matin, il va lui prendre une drôle d'idée, c'est non, je rentre pas en classe, je rebrousse chemin, je rentre chez moi et je m'enferme dans ma maison. C'est ça le Hikikomori, ils avaient dû en parler, hein, ces jeunes qui sont principalement des garçons, hein, parce qu'on dit que les filles ont l'anorexie à la place, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, il y a plus de filles anorexiques et il y a plus de jeunes hommes Hikikomori. Et donc là, ils s'enferment dans leur chambre et ils décident de ne plus en sortir. Et ça peut durer comme ça, enfin ça dure comme ça pendant des années. Et ce qu'il y a de très fort, c'est que ce n'est pas une pathologie apparemment, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre
je vais respirer, c'est-à-dire je vais stopper le monde pour réapprendre à l'entendre par moi-même. Voilà. Donc on sent bien ici qu'ils vont être ils vont pas être uniquement spectateurs, les hikikomori. Et donc c'est à ça que je rattache cette carte, qui est donc quelque part, ça ne dépend pas directement de leur volonté, c'est quelque chose qu'ils se sont sentis presque obligés de faire, et ils en sortent apparemment rarement déçus, puisque, comme je disais, c'est pas une pathologie, et ils vont en sortir guéris avec un nouveau sens pour leur vie, suite à cette expérience qu'ils auront vécue là. Le pendu, dans cette posture-là, je pense pas qu'il soit en réaction, mais il n'est pas non plus victime. C'est quelque chose qui va lui permettre, je pense, d'échapper à la situation. C'est un peu la différence d'être en réaction contre quelque chose, parce qu'on veut obtenir ce qui est à l'intérieur, et on nous empêche de l'avoir. Donc j'aime beaucoup l'idée qui peut être vue comme métaphorique, mais en fait c'est quand même quelque chose de concret. C'est quand même quelque chose de concret avec la pratique du lockpicking, qui est en fait le crochetage des serrures. Ouais, on a un petit objet comme ça, et on crochete la serrure. Et il y a deux manières d'envisager la chose. C'est j'ouvre la serrure pour rentrer à l'intérieur, pour piquer ce qui est dedans, c'est-à-dire en fait je veux m'approprier ce que je n'ai pas, donc je suis en réaction par rapport à quelque chose, ce que je pense qui n'est pas le cas ici, parce que ça part de la déception, ça. Voilà, je suis déçu, j'obtiens pas ça, etc. Et puis il y a cette autre manière de voir la chose qui est, en fait je suis enfermé dans quelque chose, et je vais utiliser la même technique lockpicking, mais pour sortir, donc pour m'évader. Ce qu'on voit, donc un personnage qui est d'ailleurs très amusant, puisque l'idée qu'on a de ce personnage est exactement dans cette posture, c'est Harry Houdini, le magicien américain, donc qui se mettait dans cette posture-là, et on le descendait à ce moment-là dans un grand réservoir rempli d'eau, et il utilisait la technique de crochetage de serrure pour s'évader. Hein, donc c'était vraiment un outil pour accéder à la suite. Voilà. Pas pour posséder quelque chose, je suis déçu de ne pas le posséder. Et il y a un très beau livre aussi qui parle de ça, de Jack London, qui s'appelle Le Vagabond des étoiles, où on voit un personnage, donc exactement comme aussi dans Harry Houdini, utiliser la camisole de force. Et bien dans ce livre, Jack London a permis ensuite que dans les prisons américaines, il modifie le code carcérale, et que la camisole de force disparaisse, parce que c'était vraiment une torture. Et dans ce livre, donc Le Vagabond des étoiles, le personnage arrive à s'évader de sa camisole par son imagination, et du coup sa liberté, elle ne leur appartient pas, quoi. C'est le seul truc qu'il arrive à faire, c'est-à-dire qu'il stoppe le monde comme là, et il s'évade de ce monde de façon à ne pas mourir étouffé dans sa camisole de force, parce que quelque part c'est ça, on est étouffé par quelque chose qu'on subit. Et là, en s'évadant, on en sort. Et c'est aussi échapper à sa propre volonté. Donc là, je vous mets la carte de l'étoile, de la lune. Vous allez comprendre pourquoi. Au sujet d'échapper à sa propre volonté. D'ailleurs, c'est amusant de cette carte, parce que c'est la seule carte où il n'y a pas d'humain ici, il n'y a pas de volonté, de volonté humaine. Mais donc c'est vraiment cette idée-là aussi qui est amenée par le pendu, je trouve, dans ce sens de peut-on vouloir ne pas vouloir? Peut-on, ou comme on nous dit souvent, il faut lâcher prise. Mais peut-on vouloir lâcher prise? Et c'est ça toute la profondeur de la posture là, du pendu. C'est que quelque part, c'est pas sûr qu'il ait voulu. Quand on prend par exemple aussi un personnage connu, Odin, hein, donc un dieu chez les Celtes, Odin qui s'est retrouvé pendu à l'arbre Yggdrasil, l'arbre de la connaissance. Et suite à cette expérience-là, il va découvrir quelque chose qui va être très important pour lui, et qui va complètement changer
sa façon de voir les choses et d'aborder, bon, il va amener les runes, la magie, etc. Mais en fait, il s'est retrouvé suspendu dans cet arbre par un concours de circonstances, a priori. Il avait bien décidé de monter dans l'arbre, mais il n'avait certainement pas décidé de se retrouver suspendu à un pied comme le pendu. Hein, et du coup, il est resté comme ça 7 jours, je crois, ou 9, je ne me souviens plus. Et il aurait pu en mourir donc. Donc c'est bien indépendant de la volonté. Le lâcher prise, etc. Peut-on vouloir lâcher prise? Voilà. Peut-on vouloir jouir? Peut-on vouloir être heureux? Peut-on vouloir rêver aussi? Alors voilà, c'est pour ça que je vous ai amené cette carte de la Lune. Peut-on vouloir rêver de ceci ou de cela? Et est-ce que même ça a un sens de vouloir rêver de ceci ou de cela, puisque cet espace-là, donc comme là dans la Lune par rapport à cette idée qu'on est connecté à l'imaginaire, au féminin, au maternel, voilà. Cet espace-là est un espace sans volonté, qu'on appelle aussi, enfin moi j'appelais ça cette idée de la zone de passage. Donc une zone de passage, bien sûr tout ça dans l'idée qu'on n'est jamais déçu de ça, puisque il n'y a pas de volonté. Voilà. On ne va pas être déçu, on n'a pas programmé comme on va voir un film. Hein. Et on est déçu du film. On n'a pas programmé le rêve comme on a programmé d'aller voir un film. Donc il n'y a pas de déception dans cette idée-là. Je me suis perdu. Je voulais vous dire par rapport à... Oui, alors la zone de passage. Donc j'appelais ça la zone de passage, qui est donc l'idée qu'au moment où on se réveille, il y a un petit épisode là qui est entre... On n'est pas franchement réveillé et on n'est pas non plus endormi, on est entre les deux, ce que j'appelle la zone de passage. Et dans cette zone de passage, on peut la prolonger, ce qui fait qu'on va être dans un état intermédiaire où là aussi, il va se dérouler énormément de choses qui peuvent permettre ensuite de découvrir un nouveau sens, peut-être. Ce qu'on appelait à la Renaissance le mot de dormi-veille, la dormi-veille. Voilà, c'était un espace qu'utilisaient beaucoup les gens qui étaient dans la création, qui écrivaient, etc. Ils prolongeaient cet espace-là pour ensuite en rendre compte une fois réveillés. Donc c'est bien cette idée de l'espace sans volonté, qui serait une espèce d'intercesseur qui nous ouvre vers l'action, comme on voit par exemple dans toutes les épopées qui ont été déclenchés par les rêves, souvent. C'est l'inverse d'une accumulation de pensées, ce qui nous permet vraiment d'aller à la rencontre de l'autre sans être déçu, parce qu'il n'y a pas de volonté mentale, quoi. Il y a ce qu'on pourrait appeler un élan de vie. L'élan de vie qui pourrait être vu à ce moment-là comme la volonté du vivant. Mais voilà, ça vient pas de là, la volonté du vivant. C'est un peu comme l'élan de vie que ressent un nourrisson pour sa mère. C'est un élan sans concept. Il n'y a pas de sens à tout ça. Et c'est ça le sens. C'est ça qui donne le sens à la chose. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il n'y a pas un réel unifié. Voilà, un seul réel. Il y a plein de possibilités qui vont naître de la rencontre, comme là avec l'imaginaire, ou même cette idée qu'on voit, je vous avais parlé avec l'étoile. L'étoile, par rapport à l'atmosphère, sorte comme une soupe dans laquelle on baigne et dans laquelle on mélange les ingrédients. Voilà. Et quelque part, s'il y a les ingrédients qu'on aime dans cette soupe, eh ben on va pouvoir finalement rencontrer également les autres. Parce que sinon, si on se dit il y a du navet là-dedans, j'aime pas cette soupe, mais c'est pas une soupe au navet. Il y a simplement du navet à l'intérieur. Et l'atmosphère, comme dans cette idée-là, c'est vraiment un mélange de parfums. Un mélange de parfums. Chacun y amène son propre parfum et c'est ça qui va enrichir cette atmosphère.
Sinon, on va arriver quelque part, on va dire, voilà, on va être déçu une fois de plus dans cette idée-là. C'est-à-dire, j'arrive quelque part et je me dis, oh, quelle mauvaise atmosphère ici, vraiment, je ne m'attendais pas à ça, voilà. Alors, soit je me barre, soit je me dis, je reste et puis je vais disparaître dans le point de vue de quelqu'un d'autre qui a pris toute la place et qui a pourri l'atmosphère. Si au contraire, je décide de répandre mon parfum ici, j'ai peut-être une chance d'enrichir cette atmosphère. Mais bien sûr, pour ça, il faut dépasser les a priori. Et bien souvent, c'est cette histoire du navet, c'est que c'est souvent simplement une image qu'on a, une image du navet. Hein. Évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui est exactement ça. Et bien souvent, à cause de cette image, on passe à côté. Une fois de plus, on passe à côté alors de l'autre ou d'une chose, n'importe quoi. Par exemple, si on veut, comme c'est très à la mode, aller à la rencontre d'un arbre, voilà. Si on y va avec une idée trop préconçue derrière la tête, par exemple, on y va avec l'image botanique. Donc voilà, l'arbre, c'est ça, hein, avec tout ce qu'on a pu lire dans le livre. Ou alors on y va avec une image romantique ou une image chamanique. Mais dans tous les cas, l'image n'est pas l'arbre. Et du coup, on passe à côté de la rencontre. Voilà. C'est ce qu'on voit aussi quand on dit deux personnes qui sont en train de se disputer, un couple qui est en train de se déchirer, on dit. Et voilà pourquoi dans l'image populaire, dans l'expression populaire, on utilise cette idée de déchirer comme une image, parce qu'en fait, ce ne sont pas les deux personnes qui sont en train de régler leur compte et qui sont déçues l'une de l'autre. Mais en fait, elles sont déçues de l'image qu'elles ont projetée sur l'autre, ou de l'image que l'autre renvoie. Mais c'est rarement la personne, ça. Elle est rarement réduite à cette image. Donc, toute la difficulté de dépasser le point de vue qu'on a sur une chose, de changer, comme on peut dire, de perspective qui va nous permettre d'élargir un petit peu. De s'imaginer aussi que la rencontre avec le vivant, c'est brutal. Ça arrive toujours d'un endroit qu'on n'attend pas. Et voilà, j'aime bien mettre cette carte pour expliquer cette idée-là de quelque chose il va se passer quelque chose là. Hein, on est d'accord, ça va trancher tout ça. Et ça arrive comme ça, violemment, dans la brutalité du présent, sans qu'on sache d'où ça vient, comme si ça pouvait représenter une forme de vérité, une vérité, mais pour nous. Hop, pardon, on a été coupé. Non, reprenons. Donc cette vérité, voilà, une sorte de vérité, mais qui serait une vérité pour nous, une vérité sans concept, sans définition, qui arrive comme ça par un endroit inattendu. Hein, un peu comme cette expression qui dit que la vérité est un pays sans chemin. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire ça, la vérité est un pays sans chemin? Mais ça voudrait dire que c'est simplement quelque chose qui se passe à l'intérieur, pour nous uniquement. C'est pas tracé. Voilà, c'est pas tracé. Et peut-être même qu'on va pas pouvoir l'indiquer à quelqu'un. On va pas pouvoir lui fournir la carte de la vérité. Voilà, c'est un pays sans chemin dans le sens que ça veut pas dire qu'on peut pas aller vers. Mais en tout cas, il n'y a pas la trace, il n'y a pas la. Éventuellement, quand tout à coup on va être dessus, on va se souvenir de quelque chose qu'on avait oublié, on va se souvenir de ça. Mais c'est vraiment complètement inattendu. C'est pour ça que je dis dans la brutalité la rencontre se fait dans la brutalité du présent avec cette vérité. Et là, une fois de plus, on peut pas être déçu parce que c'est brutal. Et donc par rapport à cette carte, j'avais noté un jour cette phrase, je ne sais pas du tout d'où elle sort, mais ça dit « Le soc de la vérité remue la terre du cerveau ». Voilà, c'est ce que je me disais ça, que c'était comme le soc, ça.
et que ça, c'était cette vérité brutale qui nous arrive là-dessus. Et ça remue la terre noire du cerveau qui serait une espèce de mémoire oubliée. Voilà. Et donc, quelque part, on n'invente rien là, mais on se souvient de ce qu'on avait oublié. Et aussi, cette idée intéressante, toujours par rapport pour ne pas être déçu, et par rapport à cette vérité-là, la papesse, dans sa simplicité, quelque part, c'est la simplicité du bon sens, le contraire du spectaculaire. Rien, un petit peu comme simplement, on va à la rencontre sans a priori, comme on a dit, puis on observe l'arbre, on observe le bois, etc. Et puis on comprend à ce moment-là que ce serait plus intelligent, si on doit être amené à travailler avec le bois, c'est de travailler dans le sens des veines du bois. Voilà. C'est juste le contraire du spectaculaire. Et travailler dans le sens des veines du bois, quelque part, une bonne manière de ne pas être déçu. Ce que j'appelle aussi la pratique. Voilà. Alors, on y va, on pratique, puis c'est petit à petit, comme ça, au contact. Évidemment, dans cette pratique, il n'y a pas de réduction, mais du coup, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. Donc, c'est souvent parce qu'on a besoin d'être rassuré, comme ça, qu'on va aller chercher de l'aide. Un maître qui va nous dire comment penser, qui va nous réduire à quelque chose de connu. Voilà. Comme si ici, tu es à l'abri, il peut rien t'arriver. Alors tu demandes au maître comme ça de te protéger, comme j'avais parlé de la carte du pape. De la carte du pape qui va amener comme ça cette vision d'un connu, quelque chose de connu. Ici, là, jusque-là, j'ai des réponses, quoi. Voilà, il va être comme ça. Alors nous, on est là, on a besoin on fait appel à ce personnage-là. Et comme ça, il va nous apporter les réponses. Mais en même temps, évidemment, on ne pourra pas sortir de ça. Voilà, on ne pourra pas sortir de cette emprise-là. Parce que si on commence à poser des questions sur l'après, voilà, ça le concerne pas. Alors nous, en même temps, on voudrait bien des réponses, comme ça va nous permettre de pas être déçus. Mais lui, le pape, par exemple, il va plutôt avoir une morale à nous offrir, une morale. Alors après, on va se diriger par exemple vers celui que je vois très bien comme étant le pape qui a démissionné, l'ermite. Hein. Donc pareil, hein, je le vois dans la ligne verticale de la structure. Il est au-dessus. Donc en fait, on a le pape. On a l'ermite au-dessus, ensuite on a le diable, comme si quelque part, parce que le pape a démissionné, il va devenir le diable, mais qui ensuite va mener au soleil. Voilà, parce que ce sera ce que lui recherche quelque part, il recherche un soleil. Et quand on se tourne vers lui, quelque part, là on n'est plus vers le maître, mais vers le sage, vers le grand frère. Voilà, le grand frère qui va enfin nous apporter les solutions. Et puis lui aussi, il est dans une quête comme ça du mystère, de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis observé? Est-ce que j'ai de l'importance aux yeux de celui qui m'observe? Est-ce que je vais à la recherche est-ce qu'il y a une vie sur les autres planètes? Est-ce que l'autre vit sur une autre planète et m'observe ici? Et tout ça, c'est ce qui lui donne de l'importance au personnage par rapport à sa quête. Et c'est toujours, cette scène nous ramène toujours ça avec cette histoire de la déception. Parce que, voilà, donc c'est ne pas réduire l'autre à ce qu'on comprend pas. Je suis pas non plus dans cette idée de la toute puissance de ma curiosité. Hein, parce que dans la toute puissance de ma curiosité, il peut y avoir complètement un manque de respect de l'altérité.
parce qu'il n'y a plus du tout de pudeur comme on peut voir aujourd'hui, que par exemple on va faire un trou de 3 km de profondeur et puis on est déçu, on ne trouve pas ce qu'on cherchait, alors on va en faire un autre de 4 km de profondeur, de 5 km de profondeur, enfin c'est complètement dingue, juste pour satisfaire cette curiosité qui va forcément être déçu. Et pour un observateur extérieur, là comme on disait tout à l'heure, genre l'extraterrestre qui regarde, il se dit mais ils sont fous ceux-là, quoi. Qu'est-ce qu'ils font à massacrer en fait l'espace dont ils ont besoin pour exister, quoi. Ça fait pas sens du tout. Et en plus, c'est ce qui permet le retour de la morale. Parce que voilà, du coup on y va, et puis il y a un moment donné où il y en a qui disent non mais c'est plus possible, faut stopper tout ça. Alors il y a le retour de ceux qui ont la bonne idée, la morale pour stopper tout ça. Et comme on peut voir aujourd'hui, le retour assez fort de ces guides qui vont nous dire de quoi faire. Donc d'où l'intérêt toujours de cette fameuse chose, c'est la délicatesse de la pudeur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de curiosité, voilà. On a la curiosité, mais dans cette espèce de la délicatesse de la pudeur qui permet le respect de l'altérité. Et on n'est pas non plus voilà, dans la réaction par rapport à quelque chose qu'on subit et qui va faire c'est pareil, on en aura marre, on sera déçu. Vous voyez, c'est comme cette image qu'on dit, il a chié dans le lit. Il va à l'hôtel, il n'est pas content de l'hôtel, il chie dans le lit, mais il oublie qu'ensuite il va devoir dormir dedans. Voilà. Donc cette image, elle est assez forte pour comprendre cette. Si tu es en réaction, tu risques de dormir dans un lit un peu crado. Alors qu'en fait, il y a plutôt cette espèce de distance à trouver là, avec la rencontre avec l'altérité dans la délicatesse de la pudeur. Voilà. Qui pourrait éventuellement éviter la déception. Bon, j'espère que ça a été clair. J'ai été beaucoup coupé là aujourd'hui, donc ça va faire beaucoup de petits morceaux. Bon, en tout cas, gens d'ici, gens d'ailleurs, comme d'habitude, partagez, dites ce que vous avez aimé ou pas aimé, enfin en tout cas, à bientôt. En attendant, portez-vous bien.